Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, vient de se clôturer à Banjul en Gambie. Plusieurs sujets brûlants de l'heure étaient au cœur des discussions, à commencer par la guerre à Gaza. Que retenir des conclusions de ce sommet? On en parle avec Aline Zouzi, analyste géopolitique, en direct avec nous depuis Kinshasa. Bonjour à vous Aline Zouzi et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Alors, la question se pose bien évidemment, que retenir de ce sommet de Banjul de l'Organisation de la coopération islamique? Bon, d'abord, je pense que c'est une excellente chose que cette organisation reprenne l'initiative, notamment sur le dossier concernant Gaza. C'est une manière aussi de resserrer les rangs au niveau de cette organisation, car c'est vrai qu'on a parfois eu l'impression qu'il y avait eu une perte de vitesse par rapport à d'autres initiatives qui ont été prises soit par les Américains, soit par certains pays membres de l'OCI. Et puis, évidemment, ce que l'on peut retenir, c'est le rôle primordial joué par le Maroc à travers Sa Majesté le Roi, ce qui a été d'ailleurs salué unanimement, notamment dans le communiqué final. Alors, on va y revenir justement sur ces initiatives marocaines qui ont été évoquées. Il y a l'actualité, à savoir la guerre à Gaza. Comment interpréter les positions de l'OCI par rapport à ce conflit qui se déroule depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza? Alors, bon, d'abord, ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'au-delà, je dirais, de la position qui a toujours été constante au niveau de l'OCI, appelant notamment, et c'est très important, à une solution à deux États, on a quand même pu noter que sur ce point-là, il y avait une singularité, notamment tunisienne, qui continue d'adopter sur ce point-là une position, je dirais, assez maximaliste. Mais globalement, il était important à la fois de réitérer la volonté exprimée de l'organisation de faire en sorte qu'une solution rapide soit trouvée dans le respect et dans la protection de la dignité des Palestiniens. Cela étant, il était aussi important de pouvoir remettre, je dirais, sur la table un certain nombre de dossiers, de sujets qui, c'est vrai, ces dernières années ont été d'une certaine manière très peu traités, mais c'était aussi une façon de prendre date avec une évolution de situation dans plusieurs lieux. On pense évidemment à la situation au Sahel, on pense évidemment à la situation en Libye, et puis surtout le grand fléau, celui qui affecte, je dirais, l'organisation dans certains de ses membres, c'est évidemment le terrorisme. Alors, le sommet a dénoncé le génocide donc, qui se déroule à Gaza, a appelé à la reconnaissance internationale de la Palestine et aussi à poursuivre Israël pour ce qui se passe à Gaza. Pensez-vous que l'ensemble de ces points, est-ce vraiment du concret ou plutôt juste du formalisme diplomatique de circonstance? Bon, on ne va pas nier le fait qu'il y a à l'heure actuelle un certain nombre d'initiatives qui sont prises avec notamment deux pays qui sont très en pointe sur ce dossier. On pense évidemment à l'Égypte, mais également au Qatar, avec bien évidemment l'implication des États-Unis. Je pense que ce qu'il faut remettre aussi sur la table, c'est le fait que, vous vous en souvenez, en 2020, lors des accords d'Abraham, un certain nombre de pays arabes ont accepté d'une certaine manière d'opérer un rapprochement diplomatique avec Israël. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation qui prévaut dans la bande de Gaza et singulièrement dans la sous-région depuis le 7 octobre a d'une certaine manière refroidi ces relations. Pour autant, l'organisation pour la conférence islamique se devait de reprendre la main à un moment justement où l'évolution des situations font que les pays sont collectivement ou individuellement affectés. Et de cette manière, je pense qu'il était normal et utile que ce rassemblement puisse à la fois réaffirmer les principes, mais surtout prendre position de manière ferme et unanime sur les questions les plus importantes. Alors, je rappelle que l'OCI, c'est 57 pays membres, une quinzaine de chefs d'État seulement ont fait le déplacement à Banjul. Quel poids pour faire adopter ces mesures, pour faire entendre ces positions sur la scène internationale? Alors, je n'ai pas très bien. Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Alors, Je n'ai pas très bien compris.
Je disais, quel poids de l'OCI sur la scène internationale pour pouvoir faire entendre cette position? Bah, écoutez, comme je l'ai évoqué tout à l'heure dans mon propos, je crois que il faut parler à tout le monde. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que lorsque vous avez des situations de ce type qui affectent globalement les différents pays, indépendamment du fait que sur les 55 et plus États qui font partie de l'organisation, à peine moins d'un tiers ont participé, je ne pense pas qu'il faille forcément tirer de conclusions. Il s'agit simplement d'un moment important qui permet simplement de réitérer, de renouveler un certain nombre d'engagements qui ont été pris, mais surtout, de pouvoir prendre date au sujet d'un certain nombre d'initiatives qui vont être prises ou qui ont été prises déjà, de manière à ce que dans ce qui est en train de se passer et qui affecte tous ces pays, eh bien, l'organisation ne soit pas à la traîne, même si parmi ses membres, il y en a d'éminents qui sont aujourd'hui consultés régulièrement pour une résolution du conflit. On pense évidemment à l'Égypte, on pense à l'Arabie Saoudite, on pense au Qatar et à d'autres acteurs. Alors, comme vous l'avez évoqué, il y a eu d'autres points, notamment les initiatives marocaines qui sont revenues dans le communiqué, en tout cas dans le communiqué final, les décisions finales, la déclaration finale plutôt. Qu'est-ce que cela vous inspire, Aline Zouzi? Bon, d'abord, ça confirme une chose, c'est le rôle éminemment important que joue le Royaume depuis plusieurs années sur la scène internationale et diplomatique. Je rappelle quand même que Sa Majesté le Roi préside le comité Al-Quds pour évidemment la protection de la sacralité des lieux saints. On pense évidemment à Al-Quds Sharif. Il y a aussi le fait que depuis maintenant plusieurs années déjà, il y a une médiation qui est menée par le Maroc pour une solution durable en Libye. On pense évidemment à l'accord de Skirat qui avait été signé en 2015, mais pour laquelle, je dirais, il y a un engagement à nouveau ferme du Royaume pour essayer de trouver une solution. Si vous ajoutez à cela la déclaration de Rabat qui avait été adoptée en février dernier pour notamment les pays à revenus intermédiaires, vous avez là, je dirais, nous sommes au cœur véritablement de la stratégie que la Maroc a toujours adoptée en termes diplomatiques, c'est-à-dire solidarité, proactivité par rapport à un certain nombre de dossiers internationaux, avec évidemment cette attraction que peut exercer le Maroc, car je rappelle que les Nations Unies ont décidé d'installer prochainement le bureau de lutte contre le terrorisme au Maroc, ce qui montre bien une reconnaissance du travail mené par la diplomatie marocaine depuis plusieurs années. Alors on peut aussi ajouter à cela le fait que Sa Majesté le Roi a toujours été reconnu, et cela a été confirmé notamment dans le communiqué final, pour son rôle pionnier en matière de politique migration. Il est le champion des questions migratoires, comme certains sur le continent sont pour d'autres sujets. Et puis, il est important de rappeler qu'en tant que pays leader qui s'est formellement engagé dans le pacte mondial sur la migration, eh bien, le Maroc a effectivement pris un certain nombre de mesures qui positionnent donc le Royaume de manière considérable parmi ceux qui font le plus sur cette question-là. Enfin, il faut rappeler, c'est quand même très important, que nous avons assisté, mais ça aussi, ça a été rappelé, à l'élection du Maroc à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une très très bonne chose et ça permet au Maroc d'avoir à sa disposition un outil d'influence qui lui permettra effectivement de pouvoir, je dirais, élargir les possibilités d'intervention sur le plan diplomatique. C'est intéressant à souligner. Il y a aussi un autre aspect, ce sont ces initiatives, et dont la plus récente, c'est bien évidemment l'initiative pour faciliter l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire par rapport à la prise de conscience de la communauté internationale sur l'aspect stratégique de cette initiative? Ben, écoutez, c'est très important parce que figurez-vous que parmi justement les pays qui sont le plus concernés par cette initiative, vous avez évidemment le Burkina, le Mali, le Niger, mais aussi la Guinée. En fait, vous avez des pays qui sont enclavés et c'est vrai que cela pose un certain problème. Vous vous souvenez, il y a de cela
plusieurs semaines maintenant. Certains pays, on pense évidemment à ceux qui ont décidé de se lancer dans l'Alliance des États du Sahel. Il y avait une volonté de rompre avec la CEDEAO, même si, on le sait, depuis quelques semaines, il y a eu énormément d'initiatives ou de pression allant dans le sens, je dirais, d'une détente sur cette question. L'initiative marocaine a le mérite, effectivement, de créer les conditions d'une plus grande intégration, mais d'une plus grande collaboration, une plus grande coopération entre ces pays, indépendamment des situations intérieures. Le but, évidemment, étant de favoriser et de développer l'intégration économique. En tout cas, c'est assuré. Alors, si on revient de façon globale par rapport au poids de ces organisations internationales sur la marche du monde, on sait que même à l'ONU, on sent une certaine paralysie pour, en tout cas, influencer sur certains événements. Alors, par rapport à ces organisations régionales, internationales, quel poids leur voyez-vous par rapport à celui des grandes puissances? Écoutez, quand, pour revenir au Royaume, vous obtenez par exemple l'obtention d'un statut de partenaire dans le dialogue avec les pays d'Asie du Sud-Est, donc ça veut dire qu'il y a quand même une forme de reconnaissance qui vous est accordée. Ça veut dire qu'effectivement des passerelles sont tout à fait, je dirais, envisageables et pour ce faire, ce rôle de leader se doit d'être amplifié. Vous savez, l'an dernier, c'était je pense au mois de juillet, le Maroc était à l'initiative d'une résolution au niveau de l'Assemblée générale, notamment sur un texte portant sur la lutte contre les haines et qui avait vocation à promouvoir le dialogue interreligieux, mais également interculturel, avec évidemment la tolérance comme objectif final. Donc on le voit, il y a, je dirais, non pas un activisme, mais une tradition diplomatique qui est largement respectée et pour laquelle évidemment le Maroc se doit de poursuivre ses efforts pour effectivement être sur, je dirais, tous les fronts et jouer pleinement son rôle. Alors, je disais peut-être que ma question a été peut-être mal formulée. C'est par rapport, si je reviens à l'OCI, par rapport à son poids et celui des organisations similaires sur les événements mondiaux par rapport aux grandes puissances. Alors, j'ai vraiment beaucoup de difficultés parce qu'il y a des Effectivement, on interférences a qui quelques problèmes de liaison, effectivement. Oui. Est-ce que vous pourriez reformuler la question, Alors, s'il vous plaît? je disais à Rinzouzi, au rôle et au poids des grandes organisations internationales comme l'OCI, on a aussi le mouvement des non-alignés qui vient de se réunir récemment aux Nations Unies, sur leur poids pour déterminer la politique internationale. Écoutez, aujourd'hui, en tant qu'organisation qui se veut à la fois multilatérale et intergouvernementale, je pense qu'encore une fois, chacun joue sa partition, mais avec un objectif commun. Je pense que c'est, par rapport à certaines crises importantes, c'est de parvenir le plus rapidement à des solutions, c'est de renforcer les capacités des États à pouvoir, je dirais, subir à la fois les effets négatifs qui peuvent être consécutifs, soit au changement climatique ou tout simplement à des modifications géopolitiques et stratégiques. C'est aussi une manière de pouvoir porter un discours, des principes, des valeurs, dans un monde où, il faut bien le dire, il y a de plus en plus de fractures et d'incompréhensions, mais pour lesquelles il y a un minimum de cohérence qui est demandé. Et je pense que de ce point de vue-là, l'OCI joue pleinement son rôle. En tout cas, c'est à suivre. Et sur le plan africain, comment voyez-vous cette coopération? Parce qu'on sait qu'aussi, il y a pas mal d'outils et d'instruments de l'OCI qui interviennent sur le continent. Comment jugez-vous cette coopération avec le continent africain? Cette coopération se doit d'être renforcée. Bien sûr, rien n'est parfait. Il y a certainement des efforts à faire dans un certain nombre de domaines, mais je pense que ce qui va être déterminant, c'est la volonté exprimée et celle, je dirais, l'engagement des différentes parties pour faire en sorte que sur un certain nombre de sujets, il y ait de plus en plus de convergence de vues, car je rappelle que au sein de cette organisation, vous avez pas mal de pays africains, et de ce point de vue-là, je pense que c'est un outil important, peut-être pas le plus important, mais en tout cas un outil sur lequel on peut raisonnablement s'appuyer
pour essayer de créer les conditions d'une résolution de différents problèmes, conflits, situations qui peuvent affecter les pays africains membres de cette organisation. Alors, je rappelle que c'est donc la Gambie qui désormais assure la présidence de cette organisation, la Gambie, donc qui vient d'accueillir ce sommet. Peut-être que ce sera ma dernière question. Comment jugez-vous l'organisation pour ce pays jugé petit de par son territoire, je le rappelle, enclavé au sein du Sénégal? Comment jugez-vous cette organisation et surtout peut-être l'éclat diplomatique que cela peut avoir? Mais vous savez, lorsque vous abritez, lorsque vous organisez un événement d'une telle importance, vous remettez forcément votre pays à l'agenda international. Je pense que la Gambie, en accueillant cette 15e conférence, a eu le mérite de pouvoir reprendre la main d'une certaine manière, hein, parce que ça n'a pas toujours été très facile. C'est un pays qui a connu de nombreux soubresauts et je me réjouis en tout cas, en tant qu'analyste, de ce retour de la Gambie sur la scène diplomatique. En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, Henrine Zouzi. Je rappelle que vous êtes analyste et expert en géopolitique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.